réclamer une augmentation du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, à partir du moment où les générations futures sont menacées. Et pour vous donner un dernier élément, le terme qui apparaît le plus dans le rapport Brundtland, donc qui consacre la notion de développement durable, eh bien, c'est pas le terme de révolution, évidemment, c'est pas le terme de capitalisme, c'est le terme de gestion. Et donc, on est passé d'une écologie de revendication, dans les années 70, à une écologie de gestion du capitalisme. Et puis, ce développement durable s'est transformé à la fin des années 90 et au début des années 2000 en autre chose, en toute autre chose, dont il faut véritablement prendre la mesure, et qui s'appelle le capitalisme vert. Et on est rentré dans une phase complètement différente. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'environnement est tellement dégradé que la préservation de l'environnement est devenue une activité rentable. Et donc vous avez des marchés, et des marchés qui s'annoncent extrêmement profitables. Et il faut bien voir que la question du changement climatique est absolument centrale, pas parce que c'est le problème environnemental le plus crucial, parce que comme l'a dit Michel, le problème de la biodiversité est tout aussi important que le problème du changement climatique, mais avec la biodiversité, c'est relativement difficile de gagner de l'argent. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des moyens, parce qu'on a un peu d'imagination, mais c'est difficile de protéger la biodiversité, réduire les substances toxiques, c'est quelque chose qui nécessite d'investir, qui coûterait aux entreprises. Avec le changement climatique, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a tout simplement la perspective d'une 4e révolution industrielle. Pourquoi? Parce que le principal problème qui explique le changement climatique, c'est la consommation d'énergie fossile. Donc le fait de brûler des énergies fossiles émet des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et perturberaient le climat. Et donc, si on veut lutter contre le changement climatique, eh bien, il faut changer l'outil de production et changer la production d'énergie. Et vous voyez bien que derrière tout ça, on a un enjeu économique qui est absolument formidable. Et la première personnalité politique à avoir porté ce discours de la révolution industrielle liée au changement climatique, tenez-vous bien, c'est Madame Margaret Thatcher. Puisque les industriels britanniques eh bien, ont réussi à la convaincre au milieu des années 80 qu'il y avait de telles perspectives de profit avec la question du climat, eh bien, que ça devait devenir un enjeu politique majeur. Et alors que Margaret Thatcher, dans son programme de 1979 qu'il a fait élire, ne disait pas un mot sur l'environnement, alors que son programme de 83 avait un petit chapitre environnement, mais où on avait des trucs absolument insignifiants dedans qui tenaient en quelques lignes, eh bien, à partir de la fin des années 80, elle ne parle plus que de changement climatique. Elle parle de changement climatique pour dire, bon, voilà, la planète brûle, c'est une catastrophe, il faut faire quelque chose, et bien sûr, il faut faire confiance aux industriels, il faut attirer des capitaux, il faut faire tourner la machine capitaliste qui va apporter toutes les réponses au problème du changement climatique. Et donc Margaret Thatcher a été une visionnaire, véritablement, ça il ne faut pas lui enlever, elle a été la première à comprendre tous les profits qui pouvaient être retirés de la question climatique, mais ça a mis un peu de temps, mais elle a été suivie, et à partir des années 2000, on a un véritable mouvement de fond, une vague du capitalisme vert. Alors comment ça se matérialise? Eh bien, en gros de deux façons, hein, c'est pas très original. Évidemment, le capitalisme ne sait faire que du profit et fait du profit avec absolument tout ce qu'il trouve. Et bon, la crise environnementale est une bonne solution. Et donc, qu'ont fait les grandes multinationales à partir des années 2000? Eh bien, elles ont commencé à racheter un tas d'entreprises qui travaillaient dans les énergies renouvelables, dans le véhicule électrique, dans les batteries pour véhicules électriques, dans des technologies qui émettent assez peu de gaz à effet de serre. Donc elles ont racheté tout ça, on a eu un grand mouvement de concentration, et aujourd'hui, eh bien, les grandes multinationales détiennent
l'essentiel du secteur de ce qu'on appelle les technologies vertes, et bien sûr vendent à un coût le plus élevé possible ces technologies, et se les font subventionner par les États. Parce que quand on installe de l'éolien, ou quand on installe du solaire dans des pays européens, et notamment en France, eh bien vous avez un tarif de rachat, c'est-à-dire un tarif qui est financé par, en France, EDF, donc par le contribuable, et qui permet de rendre artificiellement rentables les énergies renouvelables qui ne le sont pas, et qui ne sont pas rentables pour une raison simple, c'est que les entreprises qui sont tout à fait feignantes ont arrêté pendant 20 ans de faire de la recherche parce que le cours du pétrole était bas, et donc obéissant à la loi du marché, on n'allait pas développer des énergies renouvelables alors qu'il n'y avait pas d'intérêt économique, et que donc on est sur des technologies qui ont 20 ans, qui sont dépassées, et donc qui ne sont pas performantes. Et pour les rendre artificiellement concurrentielles, eh bien, on développe tout un système d'aide publique qui va alimenter les profits de groupes comme Total, puisqu'aujourd'hui Total détient une partie de l'énergie photovoltaïque, comme Areva qui a des billes dans l'éolien, et puis tous s'y mettent, hein. Vous avez Vivendi, vous avez General Electric, vous avez les fabricants automobiles, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, quand on installe des énergies renouvelables, quand on limite les gaz à effet de serre, eh bien on abonde les bénéfices de ces grandes multinationales. Et puis deuxième versant du capitalisme vert, ce sont les fameux marchés de droits à polluer, puisque bien sûr on n'allait pas se priver de créer des marchés financiers grâce à la question environnementale. Alors bon, j'ai consacré un petit livre au marché du carbone il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y aurait encore beaucoup de choses à en dire. Le système est relativement simple. Comme évidemment on n'allait pas contraindre les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, comme on n'allait pas mettre en place de réglementation, comme on n'allait pas taxer la production ou les échanges, puisque bien sûr il fallait avant tout préserver le libre-échange et la stratégie de la mondialisation néolibérale, eh bien il fallait trouver un autre système. Et cet autre système, c'est le marché du carbone, qui consiste en fait à distribuer aux industries qui émettent des gaz à effet de serre des quotas. Comme on donne des quotas de pêche aux pêcheurs, comme on donne des quotas laitiers aux éleveurs qui produisent du lait, eh bien on donne des quotas aux industriels, sauf que ces quotas portent sur la pollution. Et puis, derrière, on ouvre une bourse et on va permettre aux industriels de vendre et d'acheter des quotas. Et donc, on crée une bourse, comme on a une bourse des matières premières, comme on a une bourse des actions. Et bien sûr, comme tout ça est tout à fait dérégulé et qu'il faut attirer des capitaux, eh bien, on permet à nos camarades de la finance internationale d'investir sur ce marché. Et donc, quand on a créé cette bourse du carbone, eh bien, on a vu arriver des grandes banques d'affaires, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, et qui se sont mis à créer ce qu'on appelle des fonds carbone, c'est-à-dire des fonds qui sont spécialisés dans l'investissement, dans la spéculation sur le marché du carbone. Et donc, bien sûr, ces gens font avec le marché du carbone exactement la même chose qu'ils font avec le marché des produits alimentaires, avec le marché du pétrole, avec le marché du crédit immobilier. Le seul objectif, c'est d'acheter le titre quand il est le moins cher possible et de le revendre quand il est le plus cher possible et d'empocher au passage des bénéfices. Et peu importe le support de la spéculation, l'intérêt, c'est avant tout de spéculer. Donc on a vu comme ça se développer ces fonds carbone, on a vu des opérations purement spéculatives ramener des millions à certaines entreprises, à certains fonds. On a vu également des fraudes, parce que tant qu'à faire, on a eu des histoires de fraude à la TVA. C'est facile, vous achetez des quotas dans un pays où il n'y a pas de TVA, vous les revendez dans un pays et vous facturez la TVA et puis vous vous barrez avec. Voilà, c'est relativement classique. Et on a eu des cracks sur le marché du carbone, notamment un crack lié au fait que les États avaient été tellement généreux avec les entreprises qu'ils avaient distribué des quotas, des droits à polluer en grande quantité. Et donc quand on s'est aperçu de ça, eh bien la loi de l'offre et de la demande a fait que le prix s'est effondré et on est descendu quand même jusqu'à un prix, donc le prix
du droit à émettre 1 tonne de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui se négociait 2 centimes d'euros sur le marché. Donc voilà dans quel monde merveilleux on est rentré avec le capitalisme vert, et on n'en est qu'au début, puisque on a commencé par ce qui était le plus facile. On a commencé avec en gros les énergies renouvelables d'un côté et le marché du carbone de l'autre. Ce qui est en train de se faire maintenant, c'est qu'on va plus loin au niveau des technologies. Alors on développe, par exemple, Michel le mentionnait, le captage et le stockage de gaz carbonique. Donc l'idée, c'est de capter le dioxyde de carbone à la sortie des cheminées d'usine et de l'enfouir dans d'anciens gisements de gaz ou d'anciens puits de pétrole. Et bien sûr, comme les usines ne sont pas forcément tout près des lieux de stockage, eh bien, il faut construire des tuyaux. Et donc on est en train de construire des réseaux pour transporter le carbone, comme on a des réseaux pour transporter le gaz ou le pétrole. Voilà, et tout ça, évidemment, eh bien, ça crée des marchés absolument formidables. Et sur le secteur de la finance, eh bien, on développe d'une part de plus en plus des produits financiers d'une complexité extrême sur des marchés comme le marché du carbone. Et si vous avez un petit peu suivi la crise des subprimes, vous savez que ce qui a déclenché la crise des subprimes, c'est les fameux produits dérivés. Donc des produits dérivés qui sont un peu des paniers dans lesquels on mélange différents titres, avec des titres qui sont risqués, d'autres qui le sont un peu moins, et puis on vend ça sur les marchés. Eh bien, vous avez des produits dérivés aujourd'hui qui circulent sur le marché du carbone. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer sur ces nouveaux marchés exactement les mêmes mécanismes qui ont mené à la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, comme ça ne suffisait pas, eh bien, on est en train de développer un marché de la biodiversité où c'est un petit peu différent. On va créer des zones protégées, et dans des pays riches en biodiversité, donc dans les pays du Sud, où bien sûr, s'il y a des populations sur ces zones, on va se dépêcher de les exproprier. On va quand même pas s'embêter avec les populations autochtones, et on va créer des zones protégées, donc on va renoncer à exploiter cette zone, mais par contre, on ne va pas renoncer à titriser ces zones, c'est-à-dire à créer des titres qu'on va vendre sur le marché boursier, et qu'on va vendre notamment pour compenser les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Et donc le prochain marché, les prochains cracks qui vont arriver, ce sera peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, mais ce sera sur le marché du carbone, sur le marché de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça, et qu'est-ce que nos écologistes benets ou nos imposteurs refusent de conclure? Premièrement, il faut conclure qu'on ne peut pas faire d'environnement sans faire de politique. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître banal, je suis désolé de dire quelque chose d'aussi banal, en tout cas qui est banal pour les gens du MPEP et les sympathisants du MPEP, mais voilà, pour quelqu'un comme Yann Arthus Bertrand et son auditoire, là c'est peut-être un discours de gauchiste que de dire il faut faire de la politique. Et il faut poser des questions extrêmement politiques. Est-ce qu'on peut continuer à accepter le capitalisme qui va se relancer grâce à la crise environnementale, grâce à ce capitalisme vert, et qui va trouver une seconde jeunesse, et qui évidemment n'arrivera jamais à répondre aux défis environnementaux, pour une raison simple, c'est que pour vendre, pour faire des bénéfices, il faut vendre des marchandises, et vendre la plus grosse quantité possible de marchandises, et donc il faut les produire, et donc il faut étudier les ressources. Et deuxième constat, on ne peut pas continuer à faire de l'écologie, à défendre des positions pour la préservation de la planète en défendant ou en étant muet sur la question du libre